Alors bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. On est donc en présence de Karine Joachim qui nous livre son premier roman Nos corps étrangers chez la Manufacture de Livres, et donc avec également Pierre Fourniot qui est un habitué des rencontres Vlil, qui est donc le fondateur de la maison la Manufacture de Livres. Alors, on va peut-être commencer par vous, Pierre. Justement, comment vous est arrivé le manuscrit? Si j'ai bien compris, je crois que c'est François Guérif qui vous l'a mis entre les mains. Comment est arrivé donc ce manuscrit-là chez vous? Eh bien, en effet, alors François Guérif, c'est l'ancien patron des éditions Rivage, un éditeur, j'allais dire de légende, qui est à l'origine du succès de Rivage Noir, alors de tous le roman noir américain qu'on connaît chez Rivage. En particulier, c'est Le Découvreur de James Ellroy, donc c'est pas n'importe qui. Et puis de rencontres en librairie, en salon, on a fait connaissance. Et puis, il m'a fait l'honneur de bien aimer ce que je fais, et puis on s'entend bien. Et un jour, il m'a donné un manuscrit. Alors, c'est toujours à double tranchant, vous savez, les amis ou les proches qui vous donnent des manuscrits, parce que du coup, on se dit, zut, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Et alors là, la question c'est pas posée. J'étais très surpris quand j'ai commencé à lire le livre de le manuscrit de Karine, puisque je me disais, mais quel est le lien avec ce qu'aime bien François Guérif. Et puis petit à petit, passé j'allais dire les 10 premières pages, j'ai tout de suite compris le côté très addictif, suspense, noir, sombre, et évidemment avec ce final incroyable. Et donc, j'ai compris pourquoi François Guérif m'avait recommandé ce texte, et puis j'ai tout de suite appelé Karine. Voilà. Alors justement, vous lui avez dit quoi à Karine par rapport à ce texte-là? Comment vous avez amené la chose pour demander son texte? Parce que le texte est particulier, clairement. Ce final dont vous parlez, justement, je ne sais pas si on va pouvoir l'aborder parce que tout le monde n'aura pas lu le livre, Alors mais oui, en tout cas, c'est la question. Alors, est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce que tout le monde a lu le roman? Ah, non. pas tout le Aïe. monde. Donc il faudra qu'on On ne peut arrive. pas. C'est ce Comment? qu'on craignait. Donc, il faut en parler sans en parler. Voilà, ça va pas être Euh, simple. Cela étant, on peut essayer disons que de mettre des mots différents, de mettre des qualificatifs différents sur les choses sans en dévoiler trop, mais on va réussir. euh, vous m'entendez? Oui, oui, c'est Ah, bon, Oui. Pierre. Ouais. j'ai un petit problème de connexion Internet. Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend, c'est bon. Euh, alors, en fait, le final implique qu'il arrive à l'héroïne un événement dans sa vie intime. Et comme c'est une héroïne, je crois que une des premières questions que j'ai posées à Karine était est-ce que vous vous êtes documenté? Est-ce que vous avez connaissance puisque moi, en tant qu'homme, je pouvais difficilement comprendre ce qui arrivait dans l'intimité de cette femme. Et donc, elle m'a rassuré parce qu'elle a beaucoup. Difficile de ne pas en parler, mais c'est difficile d'en parler sans en parler. Donc, elle m'a rassuré là-dessus et très honnêtement, le texte était déjà très travaillé, très abouti, ce qui était étonnant pour un premier roman. Alors après, par la suite, j'ai découvert que Karine n'en était pas à son premier roman. Et je crois on n'a pas beaucoup travaillé sur le texte en question, de mémoire. Il est arrivé, j'ai pas eu grand-chose à faire. Changer le titre, c'est tout. Mais Alors le titre, justement, est-ce qu'on peut avoir le premier titre, le titre initial? Alors, le titre initial, c'était Personne n'a rien vu. Et Pierre m'a dit tout de suite qu'on changerait le titre qui ne lui plaisait pas. Et effectivement, le titre actuel correspond beaucoup mieux au roman. Très bien. Alors Karine, justement, vous êtes professeur d'histoire-géographie, si mes sources sont bonnes. Oui, oui. Comment en êtes-vous venu à l'écriture? Alors, bon, je ne vais pas être très originale puisque souvent, quand
quand j'entends des auteurs, quand on pose cette question-là aux auteurs, beaucoup répondent j'écris depuis toujours. Donc, c'est à peu près la réponse que je vais faire, puisque c'est la réalité. Enfin, depuis toujours, du moins depuis que je sais tenir un stylo, depuis que je sais écrire et surtout depuis que je sais lire. Parce que j'ai découvert un monde qui m'a fascinée avec la lecture, mais vraiment très, très jeune. Et d'un coup, j'avais l'impression qu'on m'ouvrait des portes qui semblaient infinies sur des mondes fabuleux. Et j'ai eu envie presque aussitôt, moi aussi, voilà, d'ouvrir des portes et d'inviter des gens dans un univers que j'aurais pu créer. Donc très vite, vraiment toute petite, j'écrivais des textes. Je me souviens qu'ils étaient déjà très sombres parce que les premières personnes qui ont pu regarder un peu amusées m'ont dit mais ça va? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mouraient, il leur arrivait plein de malheurs, c'était pas gai déjà. Mais j'écris depuis que je suis voilà, vraiment très jeune et les premiers vrais romans, ce que moi j'appelais romans avec fierté, mais on va dire que c'était des textes en tout cas suffisamment longs avec une intrigue réelle, ça date véritablement de mon adolescence. D'accord. Et par rapport à ce processus d'écriture-là, tout à l'heure, Pierre disait que ce n'était pas votre premier roman. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur le véritable premier roman? Euh, En réalité, je ne sais même pas quel est le véritable premier roman. Si le véritable premier roman, c'est celui qui fait plus d'une centaine de pages, qui a un début, qui a un développement, qui a une fin, ben, j'avais 12 ans en réalité. Je ne le compte plus aujourd'hui comme premier roman. À l'adolescence, il y en a eu d'autres qui pourraient prétendre davantage à ce qualificatif-là. Enfin, et ensuite, le premier vrai roman de l'âge adulte, et je pense que c'est celui-là qu'on va retenir, date il y a environ 6 ans, quand après une longue interruption sur quelque chose qui était important pour moi et que j'avais pas cessé complètement parce que j'écrivais, mais j'écrivais des petits textes, des textes courts, même pas vraiment des nouvelles, c'était vraiment très court, mais premier roman véritablement avec une réelle intrigue, un développement, c'était il y a 5 ans, 6 ans, enfin. D'accord. Le livre, il est composé de 3 trimestres. Est-ce que véritablement, vous avez écrit dans la continuité ou au contraire, vous avez fait des choses plutôt de manière séparée? C'est-à-dire les 3 trimestres. Les 3 trimestres du livre auraient très bien pu s'écrire de manière isolée. Est-ce que vous avez travaillé dans la continuité? Non, non, il n'aurait pas pu être isolé en réalité parce qu'il y a vraiment une continuité et une progression en réalité d'un trimestre à l'autre. Et pour ceux qui ont lu le livre, je ne peux pas trop en dire, mais il y a une importance réelle à ce qu'il y ait une vraie continuité chronologique. Alors, on ne pourra pas forcément parler de la fin du livre, mais en tout cas, j'ai l'impression que la fin du livre, vous en êtes parti et vous avez découlé le fil pour en faire l'histoire. Euh, Justement, par rapport aux documentations que vous avez pu faire, beaucoup de faits divers traitent de la chose et la plupart du temps, les femmes sont acquittées. Euh, pour le coup, comment vous avez travaillé sur ce sujet-là? Comment est venue cette idée-là? Alors, je sais, ça va pas être simple pour vous Oui, c'est ça. ça va pas être simple, mais comment est venue cette idée à la base? Alors, je vais essayer de répondre sans trop en dire, ce qui est un peu périlleux et pas toujours évident. Bon, je suis partie d'un fait divers. Effectivement, j'ai entendu une histoire terrible, comme beaucoup de faits divers d'ailleurs, dramatiques. Et contrairement à d'autres faits divers sur lesquels je ne m'attarde pas, hormis le côté un peu, le fait d'être horrifié quand on en entend parler, et puis après, voilà, on reprend le fil de sa vie. Il se trouve que celui-là, et peut-être parce qu'il n'a pas forcément été isolé, il y a eu d'autres cas qui ont pu ressembler, qui se sont produits, dont on a pu parler. J'y ai souvent repensé, en fait, parce qu'il y avait quelque chose d'incompréhensible au départ à ce fait-là. Donc c'est pas que j'ai cherché à comprendre absolument le mécanisme qui menait à ce fait divers-là, mais il m'a questionné davantage que d'autres faits divers. Et pendant des années, en réalité, j'avais l'idée d'une histoire qui pourrait traiter de ce sujet-là.
et ça s'est précisé vraiment au fil du temps. Mais effectivement, l'idée est vraiment venue de la fin. Et quand on essaie de comprendre les mécanismes, c'est un peu comme si on déroulait le fil à l'envers, en fait, pour essayer d'ensuite reprendre le cheminement des personnages et essayer de comprendre comment certaines choses peuvent se produire quand, au moment où elles se produisent, elles semblent véritablement incompréhensibles. Vous en êtes superbement bien sorti, et sans en dire. C'est très bien. Mais alors justement, par rapport à cela, sur ce fait-là, il y a la plupart du temps un acquittement. La plupart du temps, la justification, c'est souvent un trouble psychologique ou psychiatrique. Comment vous avez véritablement approfondi la chose, documenté, la documentation a-t-elle été fournie? Est-ce que vous avez fait un melting pot, entre guillemets, de tout ce que vous avez récolté comme faits divers pour ensuite essayer d'avoir un fil conducteur, ou vous êtes uniquement ciblé sur une seule affaire euh, et ensuite vous avez découlé le fil? Non, ce n'était pas une seule affaire, hein. C'était vraiment le sentiment de la compréhension et petit à petit d'avoir des éléments qui permettaient de comprendre ce phénomène-là, enfin, comment c'était possible. Alors, j'ai fait des recherches, mais c'est pas, comment dire, j'ai pas mené des recherches comme si j'allais écrire un mémoire scientifique. En réalité, ce qui a vraiment été le déclencheur du projet, du roman, c'est que je suis tombée par hasard sur une émission de télé qui traitait du sujet et les témoignages des différentes personnes qui étaient interrogées, que ce soit des gens directement concernés à qui c'était arrivé, peut-être avec une autre issue un peu moins tragique, ou alors des médecins, des psychiatres qui parlaient du sujet. À un moment donné, j'ai eu, pas comme un flash, mais j'ai vraiment le sentiment que j'avais saisi quelque chose et que j'allais pouvoir finalement retranscrire, sans en parler au cours de l'histoire, mais montrer quelque chose du mécanisme qui se met en place pour arriver à ce dénouement-là. Alors là, évidemment, on est parti directement sur la fin parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir, clairement, voire pas du tout. Et notamment lorsqu'on est un homme. Je pense que la différenciation homme-femme peut aussi se faire là. Pierre en a aussi parlé un petit peu tout à l'heure. Finalement, ça ne parle pas, le roman ne parle pas de ça en réalité. Euh, Ce n'est que le final, le twist, comme l'appelle Fabrice. On parle évidemment d'une sorte de couple, d'histoire de couple qui se déchire, qui se laisse aller dans une sorte de désagrégation des relations. Comment on pourrait définir ce roman-là, sans parler de la fin, mais dans le tissu que vous avez réussi à créer? C'est un roman qui parle d'une famille. C'est pas uniquement le couple, hein. Bien sûr que le couple est important, mais c'est l'histoire d'une famille, une famille assez restreinte puisqu'il y a une seule enfant. Donc il y a Stéphane, Elisabeth et leur fille Maëva, adolescente. Et, et en réalité, ils sont tous ensemble, ils vivent ensemble dans la même maison. D'ailleurs, c'est le point de départ du roman. Ils déménagent dans une nouvelle maison, donc c'est un nouveau départ un peu joyeux, hein, le début de quelque chose. Et en fait, on s'aperçoit que dans cette famille, les liens sont assez distendus, qui sont finalement très seuls, alors même que ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils rentrent chaque soir dans la même maison. Et même si j'ose espérer que beaucoup de familles sont beaucoup plus heureuses que celle-là, c'est quand même quelque chose comment dire, qu'on retrouve souvent à notre époque, et notamment maintenant que les réseaux sociaux, que les téléphones portables prennent une place importante où chacun finalement peut être à côté d'un proche sans forcément partager de choses. On peut être seul en fait en étant à côté de personnes avec qui l'on vit au quotidien, et c'est en partie ce que j'avais envie de montrer entre autres choses. Donc oui, c'est un roman qui parle de la famille, qui évoque un certain nombre de thématiques qui traversent la société, et on est pris dans une intrigue
qui explique aussi comme les personnages, qui aussi sont pris par certaines problématiques fortes et qu'on ne voit pas forcément le dénouement arriver parce qu'en fait, on se préoccupe de tas d'autres choses, voilà, des relations qu'on peut avoir avec son conjoint, de la fille adolescente qui ne va pas bien. Et voilà, il y a des choses plus importantes peut-être ou graves qu'on ne voit pas forcément arriver quand on est pris par la gestion du quotidien. Donc, Est-ce le que vous avez roman aussi, parle de tout ça. est-ce que vous avez eu aussi envie de semer le lecteur avec tout ça pour qu'on ne- comment dire, pour qu'on ne voit pas la fin en réalité arriver? Est-ce que vous nous avez, entre guillemets, perdus pour ensuite mieux nous retrouver? Alors, j'ai une réponse, c'est simplement que je réfléchis à comment la formuler pour ne pas trop en dire. Mais pour les gens qui l'ont lu, en fait, quand on connaît la fin, moi j'ai pensé ce roman comme un roman qu'on aurait envie de relire, dans l'idéal, bien sûr, tout le monde ne le fera pas, mais dans l'idéal qu'on aurait envie de relire parce que la première lecture, c'est la découverte de l'intrigue, des relations que les personnages entretiennent les uns avec les autres. Et la fin, qui est censée surprendre, plus ou moins, selon les lecteurs, si j'en crois les échanges que j'ai eus avec certains qui ont fait la démarche de me contacter. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, sur le fait de tout simplement d'avoir la Ah oui, fin, mais de forcément, semer. Oui, on allait voilà. Donc, dans relire. l'idéal, il faudrait relire, pardon. Et donc, quand on découvre la fin, si véritablement la surprise est là, peut-être que le lecteur, en tout cas, moi, j'espère que certains lecteurs ont cette envie-là de ou le relire entièrement, peut-être un peu plus tard, ou au moins de revenir en arrière, avoir la curiosité de feuilleter, parce que finalement, tout est là. Tout est là, donc d'une certaine manière, oui, j'ai eu envie de semer le lecteur, pas de le semer volontairement, mais qu'il soit comme les personnages pris par ce qu'ils doivent gérer au quotidien. Donc voilà, là, comme j'ai dit tout à l'heure, la fille adolescente, donc les parents qui sont un peu stressés parce que leur fille leur échappe un peu, elle grandit, donc toutes ces choses-là. Et, euh, et en même temps, une fois qu'on connaît le dénouement, si on revient en arrière, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui nous auraient qui rendent finalement le dénouement très prévisible, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas forcément vu. Donc, dans l'idéal, c'est un livre qu'il faudrait relire deux fois ou au moins feuilleter pour repérer les indices. Donc, ce n'était pas une envie de semer le lecteur, c'était l'envie que le lecteur, finalement, soit pris dans le même mécanisme que l'héroïne pour qu'il soit aussi surpris que l'héroïne est surprise à la fin parce que c'est une surprise aussi pour elle ce qui lui arrive. Alors Voilà, justement, j'espère que j'ai été assez claire et pas trop évasive pour ceux qui ne l'ont pas lu. évidemment, ceux qui l'ont lu rigolent, ceux qui ne l'ont pas lu sont très intrigués, j'imagine. Mais justement, c'était ma question. Est-ce que à la deuxième lecture, est-ce que véritablement on va tout de suite voir les indices qui vont nous apparaître et on va se dire comment ai-je pu passer à côté de ça? Je crois, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu la curiosité de le relire. C'est plutôt à eux qu'il faudrait demander. Bon, on fera le test. On fera le test. Par rapport au genre du livre, on n'en a pas parlé, mais la manufacture a plutôt tendance à publier des polars. Là, on est peut-être entre les deux. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Nicolas Jaillet qu'on avait reçu notamment. Ça commence comme quelque chose de plutôt tranquille et puis ça dérive. Pierre, je ne sais pas si tu as eu aussi ce même parallèle avec Nicolas, mais ça m'a fait penser à ce livre-là aussi. Il est Oui, je difficilement comprends classable. parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'abord de croire aux personnages que l'écrivain me présente. Et donc, au début, on découvre cette famille. C'est des gens tout à fait, j'allais dire, normaux, enfin, sur lesquels on peut s'identifier très facilement. Un couple, le mari a commis une infidélité, il traverse une petite crise et il décide de déménager, de quitter la grande ville, Paris, pour aller s'installer un peu plus loin à la campagne. Une ado qui fait sa crise d'ado, qui se retrouve dans un nouveau collège. Enfin, tout est extrêmement familier.
Et ce que j'aime bien, moi, dans beaucoup de romans, c'est dans ces personnages, avec ces personnages auxquels il est facile de s'identifier, dans cet environnement très familier, qu'il y ait irruption de quelque chose qui soit indicible, qui soit normalement, qui n'arrive jamais, et voir comment ces personnages très conventionnels réagissent par rapport à l'éruption de ces événements assez forts. Donc, je crois qu'avant le dénouement, le grand talent de Karine, c'est d'avoir créé des personnages qui existent vraiment, quoi. On a l'impression de les connaître, on comprend leurs réactions, ils ne sont pas du tout manichéens, il n'y a pas de gens qui sont gentils ou méchants. C'est ça qui est aussi que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu sombre de certaines facettes d'une personnalité, et aussi le côté très glorieux de ces personnalités. Tous les personnages de ce roman sont un peu comme ça. Ils sont à la fois minables et à la fois héroïques, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Alors après, la classification du roman, je ne sais pas, c'est de la littérature, voilà, tout simplement. Et moi, j'ai une conception très instinctive et très basique. Je commence le manuscrit, et quand j'ai envie d'aller jusqu'au bout, pour moi, l'exercice est réussi. Je me souviens des personnages. J'ai l'impression qu'ils existent vraiment. J'ai carrément un regard très enfantin par rapport aux histoires qu'on me raconte. Et ce que j'ai envie, c'est de croire l'histoire jusqu'au bout. Et là, Karine l'a réussi parfaitement. Justement, par rapport à cette réalité des personnages, j'y ai senti quelque chose d'autobiographique, ou en tout cas sur certains éléments, pas sur tout, bien sûr, mais j'y ai senti cette part autobiographique, alors sans évidemment être curieux de ma part, ne voyez pas cela, mais est-ce qu'il y a une part de vous dans ce roman? On sait que les premiers romans sont souvent très personnels. J'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une part de vous dans ce roman-là. Alors, sur l'histoire en elle-même, c'est certainement de tout ce que j'ai écrit le moins autobiographique. Maintenant, c'est moi qui écris, donc forcément, j'allais dire la matière première, les sentiments, ça vient forcément de moi, mais d'une manière qui n'est pas... en fait, l'objectif n'était pas de retranscrire quelque chose de réel. C'était de me servir des expériences que j'ai pu avoir, mais pour mettre ces expériences au service d'une histoire fictive. Donc celui-là, ce n'est pas du tout autobiographique. Après, il y a beaucoup d'éléments que l'on reconnaît, que des gens qui me connaissent vont reconnaître. Par exemple, la commune de banlieue dans laquelle les personnages déménagent. Je ne la nomme pas, on sait qu'elle est dans la grande couronne périurbaine. Là, par exemple, mes collègues sont de plus en plus nombreux à lire le livre. Ils reconnaissent la commune dans laquelle se situe le collège dans lequel nous travaillons. Il y a des petites choses comme ça dans le décor, dans un personnage, mais c'est une inspiration qui reste vague, j'allais dire. C'est pas du tout une transposition du réel ou d'une partie qui serait véritablement autobiographique. Ça a pu être le cas pour d'autres choses que j'ai écrites, mais pour celui-là, c'est vraiment celui qui est le plus distant en réalité de moi, de ma personnalité, de ma vie. Après, il y a des thèmes qui sont universels, hein. Voilà, j'ai des enfants adolescents, je connais bien les adolescents, et puis ils m'ont inspiré forcément. Tous les élèves que je vois me permettent de construire aussi des personnages adolescents. La longévité du couple, tous les gens qui sont en couple depuis un certain temps voient bien un peu les problématiques qui peuvent survenir à certaines périodes de la vie. Donc oui, c'est ça, ces expériences personnelles qui sont réinvesties dans la fiction, mais ce n'est pas une partie de ma vie qui serait dissimulée en changeant le nom pour que ça devienne des personnages. Pour ce roman-là, c'est pas le cas. Mais forcément, il y a une part de moi dans la manière de regarder les choses, de regarder les personnages, d'être indulgent vis-à-vis d'eux parfois, évidemment, puisque c'est moi qui écris. Mais ce n'est pas de l'autobiographie à proprement parler. On en est certain. Par rapport aux différents thèmes du livre, il y a notamment le sujet du handicap qui a parlé à certains d'entre vous ici.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez également actuellement? Est-ce que dans vos classes, il y a ce phénomène-là? Est-ce qu'il y a des enfants handicapés qui sont harcelés ou en tout cas qui sont pris à partie par d'autres élèves? Oui. Donc, dans tous les établissements scolaires, maintenant, je pense que de plus en plus, il y a des enfants handicapés à des niveaux qui sont variables. Voilà, parfois, c'est des handicaps qui ne sont pas visibles, qui sont liés à des difficultés d'apprentissage avec une prise en charge spécifique. Parfois, c'est des handicaps beaucoup plus lourds et qui se voient. Et depuis plusieurs années, hein, il y a une inclusion scolaire. C'est un droit pour tous les enfants en situation de handicap d'être scolarisés dans le collège de secteur. Et donc, il y en a de plus en plus. Donc, bien sûr, c'est mon quotidien, c'est le quotidien de tous les enseignants, de tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires. Et souvent, ça se passe bien quand même. Je tiens à le dire parce que moi, j'ai choisi une situation problématique, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de tolérance chez les enfants, chez les adolescents, pourvu qu'on leur explique et qu'on travaille avec eux pour que cette tolérance soit là. Mais d'autres fois, ça se passe mal. Et la question du harcèlement, elle peut concerner un enfant handicapé parce qu'il va se comporter de manière bizarre et que tout de suite, ça va provoquer les réactions, les rires. Mais il faut garder en tête que le harcèlement, ça peut concerner n'importe quel enfant. Et ça aussi, c'est le quotidien. Donc, le handicap, le harcèlement, le cyberharcèlement, parce que de plus en plus, la forme que prend le harcèlement, ça sort du cadre scolaire pour nous échapper un peu sur les réseaux sociaux. Donc, on a plus de mal aussi à intervenir. Mais tout ça fait partie du quotidien et du quotidien banal de tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires. Donc, même quand l'objectif n'est pas d'écrire sur l'école, en fait, l'école s'impose d'une manière ou d'une autre dans à peu près tout ce que j'écris. Et là, oui, c'est vraiment l'expérience qui affecte ce personnage-là, celui de l'adolescent handicapé qui subit un harcèlement. Ça a été un peu spontané parce que ça correspond à mon quotidien et à des choses que j'ai envie de montrer aussi parce qu'elles sont fréquentes et puis c'est des drames absolus pour ceux qui les vivent, pour les enfants qui en sont victimes. Pour écrire ce type de livre, Karine, quelles sont vos influences, ou en tout cas, qu'est-ce que vous lisez pour écrire dans ce domaine-là? Est-ce que c'est quelque chose de très noir, ou au contraire, ça n'a rien à voir, la lecture et l'écriture, vous avez deux pans totalement différents? Je pense que ça a forcément à voir, puisque ce qui m'a donné envie d'écrire au départ, c'est déjà voilà, d'être lectrice moi-même. C'est une question qui n'est pas facile pour moi, puisque j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, parce on me l'a beaucoup posé. Et c'est vrai que je n'ai pas un ou deux ou trois écrivains qui seraient un peu comme des modèles dont je me revendiquerais, auxquels j'aspirerais à ressembler. Donc, je me suis interrogée sur mes influences, j'ai essayé de dérouler un peu et je me suis rendu compte qu'en fait, adolescence, qui était le moment sans doute où je lisais le plus, je lisais avec une espèce d'avidité peut-être presque excessive en fait, comme quelqu'un qui a très faim, qui mange n'importe quoi et qui ne se pose pas la question de ce qu'il mange, qui ne fait pas la différence entre quelque chose de raffiné ou de la nourriture industrielle. Et moi, quand je lisais, j'étais un peu comme ça en fait. Je lisais pas n'importe quoi, mais tout ce qui me tombait sous la main. Et donc voilà, je lisais Victor Hugo, je lisais Maupassant, puis je lisais des livres beaucoup plus légers et je ne dis pas que je ne fais pas la différence entre les différents livres, mais il y avait quand même un peu de ça. Après, je savais ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était soit un souffle romanesque, même si l'écriture n'était pas forcément très, très aboutie, soit la beauté de la langue. J'étais sensible à ça. Et les thèmes sombres, les thèmes noirs, tout ce qui est un peu existentiel, où on s'interroge sur la place de l'humain, sur la mort, sur des thématiques sombres. Quand j'étais jeune, j'allais spontanément vers ce type de thématique. Mais bon, après, il y a eu des auteurs qui ont vraiment compté, mais toujours, en fait, je sens que c'est l'adolescence qui a vraiment façonné. Donc, j'aimais beaucoup Stephen King, mais comme beaucoup d'adolescents, j'en ai gardé le côté sombre parce que chez Stephen King, il y a beaucoup de thèmes extrêmement, enfin, qui mettent mal à l'aise,
française donc j'ai gardé ce goût-là sans la dimension fantastique dont je me suis éloignée en grandissant et en prenant de l'âge. J'ai découvert John Irving aussi quand j'étais adolescente et j'avais adoré tous les thèmes de société qu'il pouvait aborder à travers ses personnages. Bon, en fait, il y a des influences qui sont multiples et beaucoup plus récemment, en fait, je lis beaucoup plus de romans noirs, de la littérature américaine. Les titres de Gallmeister me plaisent beaucoup. Enfin, ces dernières années, j'en ai lu un certain nombre qui m'ont beaucoup marqué. Donc, c'est des influences multiples, mais c'est vrai que j'admire presque, enfin, j'envie quelque part les auteurs qui ont des références fixe et bon, moi, je n'ai pas de nom unique à citer. Voilà. Dans ma vie, il y a eu des auteurs qui ont eu leur importance, mais je prends ce qui me plaît un petit peu chez tout le monde et j'essaie encore de lire différents styles, même si de fait, j'aime bien les romans noirs, mais plutôt qui évoquent des problèmes sociaux, pas forcément des intrigues policières avec des meurtres, mais tout ce qui explore la noirceur de la société me plaît beaucoup. Marion Brunet, j'y ai vu un petit peu de Marion Brunet notamment. Non. Non, non, d'accord, très bien. Très bien. Karine, combien de temps déjà avez-vous mis à écrire ce livre? Est-ce que vous écrivez de manière, euh, comment dire, est-ce que vous avez un rythme de travail assez régulier, puisque vous avez un autre travail à côté? Comment vous écrivez? Euh, à l'instinct. J'ai l'impression que c'est les personnages qui veulent sortir, en fait. C'est très bizarre. Alors, imaginez que c'est une métaphore, hein, parce que sinon, ça va vraiment paraître étrange. Mais il y a de ça. En fait, quand je commence à écrire, l'histoire est presque prête et de plus en plus. Ça m'a moins fait ça quand j'ai repris l'écriture, quand ce livre qui m'a ramené à l'écriture a été écrit. Mais depuis, c'est un peu ça. Donc l'histoire, elle couve pendant un certain temps. Je pense aux personnages, ils commencent à se mettre en place. Et à un moment donné, alors j'insiste sur le fait que c'est une métaphore, mais à un moment donné, ils se mettent à me parler. Donc imaginez que moi, voilà, je vais au travail, je conduis, je suis dans ma voiture et en fait, je les entends comme s'il y avait une espèce de bulle quelque part. Et quand on en est là, en fait, ça veut dire que ça y est, en fait, je peux écrire parce que c'est un peu comme si j'avais vu un film et que j'ai plus qu'à transcrire quelque chose qui est déjà prêt. Après, ce qui est difficile, c'est de mettre les mots dessus, les mots les plus justes. Mais donc, je fais des pauses quand les personnages se taisent, si je puis dire. C'est-à-dire quand à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils sont plus là. Et s'ils sont plus là, j'ai du mal à les convoquer parce que j'ai l'impression que tout ce que j'écris, ça va être artificiel. C'est-à-dire j'avance toute seule et les personnages ne sont pas là. Donc, il faut que j'ai l'impression que, pas d'être habité par eux, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Mais je D'accord. les entends pas vraiment, hein, tout le monde a bien compris. Enfin, voilà, ils sont quand même là. Quant à la couverture qui a frappé tout le monde, elle est quand même somptueuse. Pierre et Karine, est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ce projet-là? Est-ce que vous avez fait des propositions? Comment vous avez travaillé par rapport à cette couverture? Je ne me souviens pas si on a fait plusieurs propositions à Karine. Tu en as Si, vu plusieurs, Karine, ou pas? si. Oui. Et celle-là m'avait pas plu au départ, mais parce qu'elle était différente en fait. C'était la photo brute en noir et blanc et elle m'avait pas plu spontanément, mais voilà, j'ai changé d'avis, surtout qu'elle a été voilà modifiée, transformée. Mais si, j'ai vu plusieurs projets, donc je vais laisser Pierre répondre hein, puisque c'est surtout de son côté que Bah, ça s'est c'était, passé. moi, j'aime beaucoup cette image qui fait penser moi, qui m'a fait penser à l'héroïne telle que je l'imaginais dans sa solitude au sein de sa famille et qui a une sorte de pesanteur qui s'impose sur elle. Et puis le grain de peau un peu imparfait, voilà, c'est aussi assez instinctif. Elle nous a plu très vite et donc on en a soumis plusieurs à Karine, je ne me souvenais pas, mais on n'avait pas l'intention d'en choisir une autre en fait. Oui, ça j'ai Moi, je lui senti. avouais. Ça j'avais senti aussi. Par Mais rapport à c'était le bon choix, hein. et- Est-ce que c'était la couverture avec l'ancien titre, justement?
Non, ça c'est le Non, titre a non, non, été. non. En fait, Euh, l'ancien titre, d'emblée, on savait qu'on n'allait pas le garder, hein. Pierre m'a dit tout de suite et je pense qu'il avait raison. Enfin, il avait raison. Alors l'histoire de ce titre-là, Nos corps alors, étrangers. c'est pas. Si, Nos corps étrangers, justement, Karine. Donc Alors, justement, oui, Pierre. non, ben ça fait référence à beaucoup de, j'allais dire, beaucoup d'éléments dans le roman. Le premier, c'est un peu ce couple qui est marqué quand même par une infidélité qui a eu lieu avant le roman, donc, si on faisait un préquel, puisque le mari a trompé son épouse. Donc, bah, évidemment, maintenant, dans le couple, les deux corps sont un peu étrangers. Il y a aussi dans le collège où Maëva, la jeune adolescente, va se trouver dans son nouveau collège, pardon. Il va y avoir un migrant, donc un étranger aussi, qui représente ça. Et puis il y a un autre, mais là je ne veux pas spoiler la fin. Il y a quelque chose d'autre qui fait allusion aussi au corps étranger. Voilà. C'est bien Oui, vu. puis le fait aussi que pour Elisabeth, qui est l'héroïne, son propre corps lui est étranger en réalité. Il y a des troubles alimentaires et puis d'autres choses voilà, qu'on ne va pas révéler. Mais c'est vrai que c'est un très beau titre en fait. Dès que Pierre me l'a proposé, puisque c'est son idée, j'ai trouvé qu'il était parfait parce qu'il rejoint énormément de thématiques dans le livre et est cohérent avec différents personnages. Alors tout à l'heure, vous disiez, Pierre, que le texte était déjà parfait, entre guillemets. Est-ce que vous avez travaillé, sur quoi vous avez travaillé ensemble avec Karine, qui avait déjà écrit avant? C'est pas forcément un premier roman, mais en tout cas, premier roman publié pour ceux qui s'interrogeaient dans le chat. Comment vous avez travaillé ensemble? Mais je crois que j'ai rien fait. Je voulais changer le prénom de quelques personnages. Pour entrer dans les détails, il y a un personnage qui s'appelle Sylvain et qui va avoir une aventure. Euh, et j'aimais pas le prénom de Sylvain. Et je lui dis, on ne peut pas changer Sylvain. Et Karine m'a dit, mais pas du tout, il s'appelle Sylvain. Enfin bon, j'ai senti qu'il s'appelait Sylvain, quoi. Donc non, il n'y avait pas à négocier. Et puis, je crois que j'ai rien changé, hein, Karine. Bon, c'était vraiment du détail. Voilà, on a changé une expression par-ci. Bon, après, on a travaillé sur la ponctuation, mais plus avec la correctrice. Moi, ce que j'ai apprécié, puisque c'est la première fois que j'avais cet échange sur un texte que j'avais écrit, un travail éditorial autour d'un de mes textes, j'ai apprécié le respect dont Pierre a fait preuve. Moi, j'avais très peur, en fait, d'être dépossédée du texte, en fait. Qu'on allait me demander de changer des tas de choses qui étaient importantes et qu'on allait pas réécrire le livre, mais être assez directif. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été vraiment un échange. Et moi, j'étais voilà, très, très heureuse de cette collaboration. Mais c'est vrai que le texte, entre le projet que Pierre a lu au départ et le livre tel qu'on peut l'acheter aujourd'hui en librairie, les différences sont vraiment minimes. On a traqué voilà, les répétitions, ce genre de choses, mais il n'y a pas eu véritablement de réécriture ou de passage enlevé. Il est resté assez fidèle à la version qui a été envoyée à Pierre. Alors sur les noms des personnages, puisque apparemment Pierre y faisait référence, Sylvain devait rester Sylvain. Est-ce qu'il y a des prénoms comme ça qui étaient obligatoires dans ce roman? Est-ce que vous avez un attachement particulier? Comment vous faites pour choisir ces prénoms-là? Alors pour ce roman-là, j'ai cherché, en fait, c'était une question de génération. C'était un couple voilà, qui a la quarantaine. Donc, j'ai regardé un petit peu à ce qui correspondait à leur date de naissance, quels étaient les prénoms relativement courants. Et puis, j'ai pris, pas complètement au hasard, mais à ce moment-là, les prénoms n'avaient pas d'importance. Simplement, une fois qu'on a passé des mois, qu'on a passé un an à écrire un roman, qu'on l'a relu, que les personnages existent, ils ont existé pour Pierre quand il a lu le roman, pour d'autres lecteurs, j'espère, et puis surtout, ils existaient pour moi qui les entendais dans ma voiture le matin. Donc, à un moment donné, à la fin du livre, c'était pas possible. Sylvain était Sylvain, il fallait qu'il reste Sylvain.
C'est comme si maintenant, on vous demandait de changer de prénom. Donc oui, c'est pour ça. Donc, à ce moment-là, c'était devenu important. Mais au moment où j'ai choisi les prénoms, ça aurait pu être autre chose, hein. Ça, à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. Pour ce roman-là, hein. Après, il y a d'autres histoires où les prénoms ont une importance personnelle, affective, que je vais y mettre plus importante. Mais là, j'ai vraiment choisi, voilà, ils ont une quarantaine d'années, quels étaient les prénoms les plus fréquemment donnés à ce moment-là. Léa? Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'avais une petite question tout à l'heure. Pierre évoquait, bon, effectivement, on peut le dire, c'est pas un spoil, l'adultère du mari avant le roman. Et ma question, bon, va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais on parlait de préquel. Est-ce que vous envisagez une suite à ce roman-là, ou est-ce que c'est vraiment un one-shot, voilà. Enfin, est-ce que l'histoire est terminée dans votre tête, ou est-ce que, pourquoi pas, il pourrait y avoir une déclinaison quelconque par la suite? Alors, l'histoire est jamais terminée dans ma tête. Moi, j'aime bien l'idée que les personnages, en fait, continuent leur vie quelque part et que, justement, le lecteur, à un moment donné, peut aussi décider d'imaginer ce qui leur arrive après. Et généralement, quand je mets le point final au roman, pas forcément à leur histoire, hein, je n'envisage pas forcément d'y revenir. Après, peut-être que je changerai d'avis dans 6 mois ou dans un an, mais je ne l'avais pas envisagé comme ça. Et même raconter ce qui s'est passé avant, finalement, il y a assez d'éléments qui expliquent le présent des personnages, enfin, de l'action au moment où elle se déroule. Voilà, je pense que c'est suffisant. Après, la développer, ce n'était pas dans mes projets. Mais je sais qu'il y en a qui le font et que ça peut être aussi une expérience intéressante que d'explorer des choses qu'on a fait qu'évoquer parce qu'il fallait donner un contexte. Mais je ne l'ai pas envisagé, non. Après, quand je parlais bon, de ce qui s'est passé avant, évidemment, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Enfin, c'est pas comme dans les films où les gens ils font du commerce en faisant des préquels, etc. Donc ça, je l'entends bien. Après, la suite, c'était, enfin, dans mon esprit, c'était plus parce que la fin, alors moi, je l'ai lu, hein, le livre, la fin peut paraître, peut-être pour certains, un peu abrupte. Tout, hop, découle comme ça, toutes les révélations, on va dire, voilà. Et est-ce que ça aurait pu mériter peut-être plus de développement, encore plus que ce que vous avez fait en termes de psychologie notamment. Et puis, mais c'est très personnel, évidemment, comme toute lecture, peut-être ça aurait pu être un point de départ, puisque ce sont des choses tellement fortes qui arrivent sur cette fin, que ça peut être à nouveau, voilà. Donc, c'était plus dans ce sens-là que je posais cette question. D'accord. Mais il est effectivement tout à fait correct en one shot. Je veux dire, il y a pas de, j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, hein. Mais effectivement, cette fin pourrait être aussi un point de départ finalement à autre chose. Ah, complètement. Et je me suis posé la question justement à quel moment on quitte les personnages. Et les éléments de réponse, pour ceux qui seraient frustrés, qui restent sur la fin comme ça avec ce choc et qui trouvent que finalement on n'accompagne pas suffisamment les personnages après, c'est peut-être là que, comment dire, en fait, moi en tant que Vous avez voulu, lectrice, pardon? oui, je disais, vous avez voulu peut-être créer un peu de frustration aussi, Non, c'est pas non? ça. C'est qu'en fait, je n'aime pas, enfin, en tant que lectrice, j'aime pas beaucoup qu'on m'explique trop les choses. J'aime bien qu'on me montre, qu'on me donne les éléments pour que moi, je puisse voilà, avoir ma propre réflexion sur le livre. Et donc, forcément, quand j'écris, j'ai tendance à faire ce que j'ai envie de trouver moi-même dans un livre. Euh, Mon objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de montrer le mécanisme d'un phénomène psychologique qui aboutit au dénouement sans forcément l'expliquer. Mais tout lecteur curieux, en fait, peut lui-même repérer ce mécanisme-là. En fait, je le montre sans l'expliquer. Et après, la question qui s'est véritablement posée, et je me la suis posée longtemps, c'est est-ce qu'il convient finalement d'apporter une explication à la fin et donc de suivre peut-être un peu plus longtemps les personnages. Et puis j'ai décidé que non, mais c'est vrai que ça aurait été aussi valable de le faire. Mais alors si je me lançais dans les explications, après je me demandais
voilà, jusqu'où on va. Bon, là, je ne peux pas trop développer non plus, mais voilà, jusqu'où on va dans les explications, jusqu'où on suit le personnage, ce qui arrive à Elisabeth après. Donc, c'était plutôt cette difficulté-là. C'est qu'effectivement, c'est déjà le point de départ d'autre chose et que si j'allais trop loin dans ce point de départ, en fait, j'allais démarrer quelque chose qui serait compliqué à stopper. Donc, j'ai préféré stopper là où le roman s'achève parce que ça correspondait au projet et que après, oui, c'est presque une nouvelle histoire qu'on raconte parce qu'on a des révélations et puis on voit plus du tout les choses sous le même angle. Martine? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Karine et bonsoir Pierre. Karine, vous nous disiez tout à l'heure que vous écriviez très longtemps. Et je voulais savoir, une fois que vous avez terminé d'écrire, est-ce que vous avez senti que ce texte-là pouvait être publié avant? Est-ce que vous l'avez senti? On t'entend pas beaucoup, Martine. Voilà, j'ai pas tout entendu, j'essaie de comprendre et de reconstituer. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, je me rapproche. Ouais. Vous voyez en gros plan, mais pardon. Oui, donc vous nous disiez que vous écriviez depuis très longtemps, Karine, et je voulais savoir si à la fin de l'écriture de Nos corps étrangers, vous aviez senti que ce texte-là pouvait être publié plus peut-être que les textes que vous aviez écrits avant. Est-ce que vous l'avez senti plus abouti? Et je voulais aussi savoir si le fait d'être publié changeait votre manière d'écrire aujourd'hui. Alors, quand j'ai fini ce roman-là, le thème, d'une certaine manière, oui, je me suis dit peut-être que ce thème-là va intéresser parce qu'il a quelque chose d'actuel. Enfin, c'est quand même, ça revient quand même relativement souvent. Et il y a 10 ans, 15 ans, c'est un phénomène dont on ne parlait pas ou peu. Donc oui, d'une certaine manière, je me suis dit, il peut intéresser parce qu'il aborde quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça en littérature. Il y a quelques textes, mais qui partent en fait justement de la fin, comme on le disait tout à l'heure. Et ce n'était pas du tout ma démarche. Donc, je me disais, voilà, ce que j'ai fait, je n'ai pas l'impression que ça a été fait forcément de cette manière-là, sur ce thème-là. Donc, peut-être que ça va susciter l'intérêt. Maintenant, ce qui est contradictoire, c'est que quand je l'ai fini, je n'ai pas cherché spécialement d'éditeur, en fait. Comme j'écris depuis, j'ai eu une période à l'adolescence où j'écrivais beaucoup et à ce moment-là, et quand je me suis remis à écrire, j'avais beaucoup envoyé de manuscrits à des éditeurs et j'avais été très frustrée de plusieurs choses, du temps éditorial que j'ai trouvé extrêmement long, c'est-à-dire entre le moment où on envoie le manuscrit et le moment où on a une réponse, c'est très long. Les réponses, elles sont négatives bien souvent parce que pour des tas de raisons, mais on ne sait pas toujours lesquelles. C'est-à-dire que la lettre type, c'est quand même pour tout apprenti écrivain ou tout aspirant écrivain quelque chose qui reste, traumatisant. Oui, frustrant, non pas traumatisant, on va peut-être pas exagérer, mais on aimerait savoir en fait, on aimerait échanger autour de ce qu'on a écrit, on peut accepter un refus, mais c'est vrai qu'on aime bien qu'on nous dise, voilà, cet aspect-là mériterait d'être plus développé, on a moins aimé telle chose, et ça on l'a pas. Donc à un moment donné, je me suis dit, voilà, moi j'écris, j'ai continué à écrire, je me suis contentée d'un lectorat beaucoup plus restreint, mais intéressant, avec des échanges intéressants, puis voilà. C'était des gens enthousiastes, très peu nombreux, mais enthousiastes. Et au moment où j'ai fini, ce qui allait devenir Nos corps étrangers, je n'ai pas forcément cherché d'éditeur. J'ai envoyé vaguement par mail aux éditeurs qui acceptaient les manuscrits par mail. Et je ne l'ai pas du tout envoyé à Pierre, en fait, puisque c'est arrivé par... deux intermédiaires, on va dire, alors que je n'étais même pas au courant au départ. Hein. Donc, c'est même pas moi qui ai pris l'initiative. Donc, d'une certaine manière, oui, je me suis dit, ce texte-là va pouvoir peut-être intéresser, particulièrement par rapport à certains thèmes qu'il aborde, mais en même temps, je n'y croyais plus, pas forcément, pas dans mon texte. Hein. Mon texte, je le défends et j'y crois, mais à la capacité d'arriver comme ça, comme une aiguille dans une botte de foin et être repéré avec les premières pages qui sont banales et que je revendique d'ailleurs comme banales, parce que moi, je crois que c'est dans la banalité que les drames naissent et voilà. Donc, c'était dans
la possibilité qu'on repère ce manuscrit-là parmi tous les autres que les éditeurs reçoivent. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu de manière très satisfaisante à la question, mais d'une certaine manière, je pensais que oui, il pourrait intéresser. D'un autre côté, je n'ai pas fait les démarches et c'est un peu un concours de circonstances heureux qui fait que ce roman existe aujourd'hui. Comment vous le vivez, justement, cette édition, ce premier roman qui est édité? Comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que vous avez des retours, notamment de vos élèves, par rapport à cela? Alors, oui, oui. Alors, je le vis bien. Hein. Je suis ravie puisque en plus c'est un objectif de longue date auquel j'avais plus ou moins renoncé. J'imaginais plus du tout qu'un jour, voilà, il y aurait mes livres en librairie. Donc je suis très heureuse. Ce qui a été déroutant, c'est effectivement d'avoir son nom, de sortir de l'anonymat. Alors, quand je dis sortir de l'anonymat, je suis dans l'anonymat. Hein. Voilà, on ne me reconnaît pas dans la rue, on ne me court pas après, on a bien compris. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais mes élèves, eux, en fait, ont très vite repéré le livre. Donc, j'ai été étonnée parce qu'en fait, ils l'ont repéré plus vite que les adultes, plus vite que mes collègues à qui j'en ai pas forcément parlé. Et je crois que le livre était en librairie depuis 2 ou 3 jours, que des élèves, en fait, venaient me voir et parfois des élèves que je n'avais même pas en classe pour me dire, alors un peu timidement, pour me dire, mais je suis allée à la FNAC, j'ai vu un livre, il y a votre nom dessus, et puis on ne me pose même pas de questions, on ne me demande pas si c'est moi, on attend de voir ma réaction. Donc c'est assez drôle et en même temps c'est un peu gênant parce que j'ai une élève notamment qui m'a dit qu'elle avait acheté, qu'elle avait commencé à le lire et que le début lui avait plu. Je pense que c'est le personnage de l'adolescente qui lui avait plu. Et là, au moment où elle me dit ça, j'imagine tout ce que j'ai mis dans le livre, que je n'ai pas forcément envie que mes élèves lisent. Et bon, après, voilà, c'est de la fiction et c'est aussi un apprentissage. Mais comme c'est nouveau pour moi, c'est vrai que parfois, il n'y a pas de réelle angoisse, mais une petite appréhension quand même à ce que les gens avec qui on travaille au quotidien, dont on s'occupe pour le cas des élèves, puissent avoir accès à, ce qu'on a écrit dans l'intimité, dans la nuit. Moi, j'écris beaucoup la nuit, à poser des questions sur les rituels d'écriture. Je ne suis pas allée au bout de ma réponse, mais voilà, enfin, moi, quand j'écris, je suis toute seule avec moi-même. En plus, tout le monde dort parce que j'écris beaucoup le soir ou la nuit. Et d'un coup, tout le monde peut lire le résultat, les gens que je vois. Voilà. Et c'est pas du tout. Voilà, que mes élèves puissent le lire, je crois que c'est ça voilà, qu'il faut que j'apprenne à accepter sans trop de stress. Mais sinon, c'est complètement positif. Hein. Les élèves sont très forts pour faire des recherches sur les professeurs, Ah oui, notamment sur oui. Google. Donc, Ah, en mais effet, ça ne ils ont m'étonne tout pas. trouvé. Ils ont tout trouvé, c'est incroyable. Ils ont Ça trouvé ne même un m'étonne pas. pseudo que j'avais utilisé. Enfin, ils ont tout trouvé. Là, ils Ça ne savent tout. m'étonne pas. Bien plus d'ailleurs que pour faire leurs exposés la plupart du temps. Bref, Oui, oui, sans doute. Béa. Moi, j'avais une seconde question, mais qui s'adresse également à Pierre. Bon, bah, l'actualité sanitaire fait que les rencontres en librairie ne sont pas forcément évidentes. Là, on se rencontre du coup virtuellement et voilà, ce sont des solutions qui sont, on le voit, de plus en plus développées. Comment se passe la promotion du livre? Et alors, votre vie privée ne m'intéresse pas, Karine, évidemment, mais comment est-ce que vous gérez, si déplacement il y a, votre emploi du temps, puisque vous êtes prof, donc vous avez quand même un métier enfin, autre que écrivain. Donc, comment ça se passe, le quotidien, voilà, pour la promotion du livre? Je vais laisser Pierre démarrer, je pense, pour le côté rencontre en librairie. Malheureusement, il n'y a pas de rencontre en ce moment, puisqu'on a eu une petite éclaircie au moment de la rentrée, mais très légère. On a remis le nez dehors un peu, mais sinon on n'est pas sorti depuis un an. Et puis malheureusement, le livre de Karine, pour le moment, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer les lecteurs, d'aller dans les salons, mais on est plutôt optimiste. Et puis on se dit que passé le mois d'avril, normalement, on va peut-être voir des choses un peu arriver. Enfin, on est comme tout le monde. Hein. On se raccroche à ça. Alors après, ce qui est moins désespérant, c'est que comme Karine est enseignante, j'imagine que ça sera très compliqué pour faire des rencontres en librairie dans les 4 coins de France. Donc voilà, ça c'est la seule bonne nouvelle de cette promotion un peu virtuelle qui se passe par écran interposé seulement.
mais on espère vite pouvoir ressortir. Et voilà, on espère que le printemps va passer et qu'on a déjà des rendez-vous un peu. Il y a des salons il y a des salons spécialisés comme Quai du Polar qui sont décalés au mois de juillet. Il y a d'autres salons de littérature qui redémarrent un peu au mois de mai. On croise les doigts. Et puis, on a hâte de rencontrer en vrai, en chair et en os nos lecteurs. Bah, c'est vrai que moi, dans ma librairie, je vois à nouveau quelques moments de dédicaces, mais pas de rencontres, quoi. Enfin, pas de moments, voilà, d'échange, etc. C'est que des dédicaces avec, voilà, bon, les files d'attente, etc. Mais ça nous manque aussi en tant que lecteurs. Donc, nous aussi, on croise les doigts. Alors moi, pour qui c'est nouveau, j'ai hâte, bien sûr, d'aller à la rencontre des lecteurs et puis la rencontre réelle, la rencontre physique, elle est quand même plus agréable que les rencontres virtuelles avec lesquelles je suis pas très à l'aise en réalité. Donc j'ai hâte aussi. Pour les quelques déplacements qui sont prévus, il y en a quand même quelques-uns. On mise sur les week-ends, bon voilà. Mais c'est vrai que, alors quand on est enseignant, on a des vacances. J'espère qu'il y aura des rencontres pendant les vacances. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas poser de journée, on n'a pas cette flexibilité qu'on peut avoir dans d'autres métiers. Donc, on fait voilà, quand on est disponible. On n'a pas encore parlé de Richie, Ah. et ce serait bien qu'on en parle parce que c'est un élément capital aussi du roman, même si, il n'a pas de rapport direct avec le dénouement, mais peu importe, il fait partie de l'histoire de manière extrêmement forte. C'est cet adolescent, donc, enfin adolescent, en tout cas, oui, on peut le considérer comme un adolescent qui est donc en couple avec Maeva, la fille du couple, qui est donc migrant, qui est arrivé avec sa famille décimée. D'où vous est venue cette idée de placer ce personnage-là? Un peu comme pour le handicap, en fait. Comment dire, dans les écoles et les collèges, on a tous les élèves. Hein. On a tous les élèves. Il n'y a aucune sélection qui est faite. La sélection, il commence à y en avoir une au moment du lycée, puisqu'il y a des choix d'orientation. Mais dans les écoles et dans les collèges, on a tous les élèves. Donc, tous les enfants en âge d'être scolarisés sont là. Donc, quelle que soit leur histoire, leur problématique. Donc voilà, vous imaginez toutes les situations. Il y a des enfants qui vont bien, mais d'autres qui vont pas bien. Toutes les situations possibles, les enfants qui les vivent sont scolarisés quelque part. Donc, des enfants qui sont arrivés récemment en France, j'en ai un certain nombre. Et parmi eux, il y a de plus en plus ces dernières années des enfants qui sont seuls, qui sont vraiment seuls, dans le sens où ils n'ont pas d'adultes avec eux pour s'occuper d'eux, ni parents, ni personne. Donc, ce sont des mineurs isolés et ils sont dans les établissements scolaires. Donc, à partir du moment où, dans la réalité, ils sont scolarisés avec les autres, ils peuvent avoir des histoires d'amour, ils peuvent participer à du harcèlement, ils sont là. Donc, l'idée m'est venue parce que ça correspond, encore une fois, comme pour Maxence, qui est l'adolescent handicapé, ils font partie de la réalité que je vois tous les jours et de mon quotidien. Et ils ont une histoire forte que j'avais envie d'évoquer, en tout cas. Ce n'est pas le thème central du livre, mais effectivement, il a son importance. Donc ça, c'est vraiment, oui, tiré de mon expérience d'enseignante, parce que dans certains établissements, il y a des sections spécifiques. On accueille notamment des élèves non francophones pour leur permettre d'acquérir une maîtrise de la langue française le plus rapidement possible. Et il se trouve que dans mon établissement, il y a une section comme celle-là, qui s'appelle UPE2A. Et donc voilà, donc oui, ils sont dans les établissements et donc c'est normal de leur donner aussi une visibilité. Céline? Alors, ce qu'il y a bien avec ce Pardon, personnage de Pierre. Richie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas du tout caricatural. C'est pas le gentil migrant qui se retrouve en France et dans d'une sorte de victime. C'est aussi un garçon attachant, mais c'est un garçon qui va se livrer au harcèlement scolaire. Donc c'est aussi, voilà, il a aussi sa part sombre. Et donc il n'y a pas du tout de personnages caricaturaux chez Karine. C'est vraiment ça qui est formidable. Ah, Oui. Pierre, tu as coupé ton micro juste avant la fin de ta phrase, mais je crois qu'elle était finie. Elle était finie. Ouais.
C'est ce qui me semblait. Tu l'as coupé très, très vite. Et Céline? ça fait 2 fois que Pierre en parle, je rebondis là-dessus. Moi, c'est vraiment des personnages enfin, qui me plaisent parce que enfin, je trouve que ça correspond aussi à la réalité. On n'est jamais, personne n'est jamais profondément gentil ou monstrueux. En revanche, on est tous susceptibles, bon, plus ou moins, selon les personnalités, selon les sujets, mais on est tous susceptibles de faire quelque chose de terrible à un moment donné ou qui peut paraître terrible aux yeux de quelqu'un d'autre. Et donc, moi, j'aime bien les personnages tout en nuances parce que je crois que ça correspond vraiment à la réalité. On n'est pas sympa tout le temps et pas aux yeux de tout le monde. Et puis, quelqu'un qui peut être voilà, plein de qualités peut, dans certaines circonstances, faire quelque chose d'absolument terrible. Et ça m'intéresse aussi de travailler ces nuances-là et de laisser surtout le choix au lecteur de décider ce qu'il en pense. Voilà, si un personnage est sympathique ou s'il ne l'est pas. Et j'aime beaucoup lire les retours de lecture, même si je n'interviens pas, je les lis quand même beaucoup. J'aime bien voir que les gens ne sont pas toujours d'accord, que tel personnage apparaît sympathique aux uns et beaucoup plus antipathique aux yeux d'autres lecteurs. Céline? Oui, bonsoir. Alors j'avais prévu ma question avant, mais finalement, avec ce que vous venez de dire, elle a encore plus son moment, donc je suis ravie. Je fais partie de ceux qui ont lu votre roman et aussi de ceux qui ont très vite compris où vous vouliez en venir et ce qui allait arriver à cette famille et à cette femme. Du coup, je pense que forcément, on a une lecture un petit peu différente quand on a cet élément-là en tête. Et avec ce que vous disiez à l'instant, moi, j'ai trouvé tous ces personnages assez passifs de manière générale par rapport à ce qu'ils arrivaient. Et enfin, clairement, j'ai eu envie de les secouer, j'ai eu envie de leur demander d'ouvrir les yeux, de réagir et pas juste de se rendre compte de de se plaindre de leur situation, etc., etc. Donc, je voulais savoir si vous aviez conscience, puisque vous, forcément, vous saviez où vous alliez en écrivant le livre, mais si vous aviez conscience que ça pouvait aussi provoquer ce sentiment et cette réaction un peu d'avoir envie de les secouer, ces personnages. Oui, j'ai complètement conscience de leur profil et de ce qu'ils peuvent dégager. Alors, tout le monde n'a pas forcément la même analyse de ces personnages et ils ne sont pas tous passifs de la même manière. Qu'Elisabeth soit passive et Stéphane aussi, c'est lié à leur relation de couple. Et finalement, ils sont déjà dans une posture où il y a des choses qu'ils ne veulent pas voir. En fait, ils font comme si pas tout allait bien, mais ils ont continué malgré une crise importante. Ils ont continué, ils sont restés ensemble et ils ont essayé d'aller de l'avant. Mais en réalité, ça ne se passe pas bien et ils font comme si ce n'était pas le cas. Donc, ça me semblait important de les montrer sous cet angle-là, donc peut-être un peu passifs, qui ne prennent pas leur vie en main, parce que finalement, c'est cette démarche-là qui explique que comme ils refusent de voir certaines choses en face ou de les affronter ou de faire en sorte de changer les choses, ça explique aussi peut-être que la fin soit possible. Parce que quand on ferme les yeux sur une situation pendant des années et qu'on fait comme si finalement tout allait bien, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à affronter ce qui arrive et qu'on ferme plus facilement les yeux sur les problèmes, quitte à attendre qu'ils surgissent d'une manière où on ne peut vraiment plus les éviter ou faire comme s'ils n'existaient pas. Donc c'était complètement voulu et c'était même nécessaire finalement par rapport au dénouement et par rapport à ce que j'avais envie de montrer. Maintenant, je trouve qu'ils ne sont pas tous passifs de la même manière ou pas pour les mêmes choses, peut-être pas au même moment. Enfin, c'est un peu comme ce qu'on disait sur ceux qui sont sympathiques et ceux qui ne le sont pas. Il y a des moments où certains personnages sont passifs et on a peut-être envie de les secouer. Il y a aussi d'autres moments où les mêmes personnages passent un peu plus à l'action quand celui qui a été plus actif l'est un petit peu moins. Je suis très évasive encore, mais là aussi, c'est difficile de poser des mots sans en dire trop. Mais oui, ils ont un côté passif, mais c'était nécessaire parce que je pense que ça correspond aussi au profil psychologique des personnages compte tenu de la situation et des thèmes. Le seul personnage peut-être qui est le moins passif, c'est Maëva. Maëva qui est dans une sorte de rébellion à l'adolescence. Clairement, c'est la plus active. C'est celle qui revendique le plus de choses.
Oui, ben, elle revendique d'être un individu, de vivre sa vie, de faire ses découvertes. Elle est très critique vis-à-vis de ses parents à qui elle n'a pas du tout envie de ressembler. Bon, en même temps, on peut comprendre. C'est une adolescente, en fait, hein, qui a des parents, en plus, qui ne sont pas forcément bien ensemble et qui n'a pas la famille la plus équilibrée. Mais c'est vrai que oui, elle est active, elle est dans la construction de sa personnalité, de sa vie, pas toujours avec le discernement d'un adulte, ce qui fait qu'elle a aussi un côté très agaçant, mais comme une adolescente. Est-ce qu'on peut peut-être lire un extrait du livre, Karine, que vous nous Alors j'ai aviez hésité, oui, préparé? oui. Oui, alors j'ai hésité sur plusieurs extraits et en fait j'ai choisi, bon je vais être brève hein, sur le contexte, mais j'ai choisi de parler de la famille de cet enfant handicapé. Donc, à un moment donné, comme il est l'objet de harcèlement, il a des contacts avec Elisabeth, qui est la mère de Maëva, qui est impliquée dans le harcèlement, d'abord à propos de cette histoire, et puis à un moment donné, donc, il raconte au lecteur, enfin au lecteur, il raconte à Elisabeth, mais en fait au lecteur aussi, qui apprend à ce moment-là un peu plus sur la vie de cette famille et ce que le handicap a pu provoquer au sein de cette famille. Donc j'y vais. Sylvain avait rencontré Marie, la mère de Maxence, à l'université. Il avait du mal à le reconnaître, peinait même à s'en souvenir, mais il avait véritablement été fou d'elle. Fou jusqu'à l'étourdissement, fou jusqu'à la nausée. Quand Maxence était né, il incarnait parfaitement cette fusion passionnelle et Sylvain reporta tout son amour délirant sur l'enfant, dont la seule existence lui apparaissait comme le plus impressionnant miracle jamais accompli. Il était devenu un père entièrement dévoué à son fils, avec cette exclusivité farouche que l'on attribue le plus souvent aux mères. Et Marie s'était progressivement retranchée dans un second rôle insignifiant. Quand, à l'âge de 5 ans, Maxence avait développé des troubles du comportement évidents, Sylvain n'avait rien voulu voir, persuadé que tous les enfants étaient un peu bruyants, répétait les mots entendus pour se les approprier, touchait compulsivement les objets pour mieux les appréhender. Il avait fallu que la maîtresse argumente, démontre et insiste pour qu'il accepte de consulter des spécialistes. Marie contint son anxiété par une effrayante passivité, convaincue que le désinvestissement était le meilleur rempart contre les problèmes. Aussi laissa-t-elle volontiers Sylvain parlementer avec les médecins, questionner le neurologue, pleurer devant le psychologue, monter le dossier auprès de l'administration qui, en même temps que la reconnaissance du handicap, permettait d'obtenir des moyens et des aménagements pour la prise en charge de Maxence, notamment dans le cadre scolaire. Le diagnostic ne rendit pourtant pas les choses plus simples. Les tics, tocs et bruits ne cessèrent de s'aggraver. Marie baissait les yeux, mortifiée, dès qu'il fallait faire les courses ou se promener. Ils reportèrent toutes les sorties qui n'étaient pas absolument nécessaires, refusèrent les invitations, n'allèrent plus au restaurant. Marie se montrait de plus en plus impatiente avec son fils. Elle hurlait parfois sans raison apparente, ne tolérait pas de l'entendre reprendre en boucle ses fins de phrases ou dire des grossièretés. Les cris maternels ajoutaient au stress de l'enfant et affolé, celui-ci éclatait en sanglots pour finir agité de spasmes désordonnés, le visage luisant de larmes et de morve. Sylvain s'en prenait à son tour à sa femme et Marie pleurait elle aussi. Elle avait gâché sa vie, elle minait celle de son fils. Elle ne saurait jamais comment faire avec lui. Tout lui semblait beau partout ailleurs que dans sa famille. Elle finit par s'en aller, bien sûr. Elle rassembla peu d'affaires, ne prévint personne. C'était une fuite plus qu'un départ organisé. Sylvain, abasourdi, s'efforça de maintenir les contacts entre Maxence et sa mère, mais un beau jour, elle disparut purement et simplement. Peut-être était-elle partie à l'autre bout du pays ou du monde, comment savoir? Ils n'eurent plus la moindre nouvelle. Elisabeth l'écoutait. Ils étaient dans le salon, les rideaux tirés comme d'habitude, engloutis par la pénombre. Dehors, la blancheur opaque du ciel diffusait une luminosité blafarde. Seul un ray de lumière avait réussi à se frayer un espace entre les deux pans de tissu pour éclairer le visage de Sylvain dans l'obscurité ambiante. Ils se turent et il y eut dans ce silence toute l'absence de Marie. Elisabeth avança une main et effleura le menton de Sylvain exactement là où le jour projetait sa clarté. Il tourna vers elle un regard étonné mais ne s'écarta pas. Elle laissa courir ses doigts sur sa barbe naissante dans ce qui ressemblait confusément à une caresse. Il lui saisit la main presque avec brusquerie, l'enserra dans la sienne, puis il ferma les yeux. Merci. Merci Karine. Et concernant la suite, alors, est-ce que le véritable premier roman va également ressortir
ou au contraire, est-ce que vous êtes sur un projet totalement différent? Sur quoi travaillez-vous actuellement? J'allais dire les deux. Alors, il y a un roman sur lequel je travaille. Il est en pause en ce moment. Les personnages se sont tus, peut-être parce que je pense beaucoup à ceux de Nos corps étrangers. Donc, il est en pause, mais presque fini en fait. C'est le dénouement qui me pose problème. Et quant au thème, il y en a un certain nombre là encore, mais le thème principal, c'est autour de la paternité, en fait, la paternité de jeunes enfants. Bon, je n'en dis pas plus pour l'instant. Quant au texte plus ancien, je vais peut-être laisser la parole à Pierre, qui devrait avoir des choses à dire. Ah non, il est parti. Non, il est là. On a un roman de Karine qui va paraître l'an prochain. Je ne peux pas vous dire exactement quand, puisque le contexte spécifique fait qu'on a beaucoup de décalage de parution. Mais l'an prochain, il y aura un nouveau roman de Karine, toujours avec des personnages. C'est vraiment ce qui est très frappant maintenant que j'y pense, de tous les textes qu'elle m'a transmis. Elle arrive à créer à faire exister ces personnages. On a vraiment l'impression de les connaître, de les croiser, on comprend leurs réactions, on apprend à les. Et donc, c'est un roman alors là, avec une jeune fille qui entretient une relation avec un garçon. Et il va y avoir une sorte de road novel. Ils vont partir dans un pays qui est cher à Karine, puisque c'est le Portugal. Et donc, c'est aussi un roman très personnel et qui est comme Nos corps étrangers, qu'on a beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire le titre encore, puisque je ne sais pas si on va garder le titre original. Très bien, très bien. Alors, si quelqu'un a une autre question, sinon, on va vous remercier tous les deux. Merci infiniment de votre temps, de vos réponses, bien sûr, et de votre énergie. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci à tous. Et puis merci peut-être pour l'invitation. Avec plaisir. Et peut-être à une prochaine fois. Merci à tous. Et on espère en vrai. Et on espère en vrai, bien sûr. Bien sûr. Pas de photo, Anto? Oui, pardon, la photo. Autant pour moi. Je y arriverai. Pardon. On la réclame. Alors, 3, 2, 1. C'est bon, super, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.